Mon père n'était pas un collectionneur, c'était un amateur, si on peut dire, donc il aimait s'entourer de belles choses. Et finalement, tout ce qu'il avait gardé, je ne l'ai pas conservé. J'avais à peu près 30 ans, quand il m'a semblé que, en finissant l'école du Louvre, que j'avais peut-être des capacités pour moi-même constituer une collection, une vraie collection. Et je me suis dirigé vers le dessin, parce que c'était ce que mon épouse et moi, nous avions étudié à l'école du Louvre. Il y a toujours un cours, un tronc commun, et puis un cours organique. On avait pris le cours organique sur le dessin. Et au bout de 4 ans, on a commencé sans du tout savoir où il fallait aller. On a été chez quelques marchands, on a été à Drouot, on a été aux Puces, et on a commencé à acheter. Et petit à petit, avec les années, on s'est dit au bout d'un moment que si on voulait faire une collection qui a un sens, il fallait se déterminer sur une école et une époque. Et donc on a choisi de collectionner uniquement ce qu'on connaissait le moins mal, c'est-à-dire l'école française, entre Callot et Cézanne, entre 1600 et 1900. En jetant un regard sur les murs, je vois qu'il y a quand même beaucoup plus d'images liées à des figures, à la figure humaine ou à des compositions que de paysages. Mais j'aime bien les paysages, mais il n'y en a pas énormément, il y en a peut-être 10 ou 15%. Et puis tout ce qui fait dans le dessin préparatoire qu'il est lié à des tableaux. On a beaucoup recherché des dessins qui nous séduisaient parce qu'ils étaient liés à des tableaux importants. Tableaux importants qui souvent sont déjà dans les musées. Le dessin étant, comme chacun sait, c'est une banalité de le dire, la première idée d'une composition qui va devenir importante et peut-être célèbre. On a comparé beaucoup le dessin à un autographe d'écrivain, mais c'est plus que ça, parce que c'est le moment où l'idée jaillit, mais aussi c'est le témoignage de la vie intime de l'artiste. Ça peut être un croquis fait sur un coin de table quand il regarde un personnage dans une auberge ou dans un paysage. Ça peut être un dessin fait sans intention non plus de l'utiliser dans un tableau, comme faisait Watteau par exemple. On sait que Watteau, d'après son biographe Caylus, dessinait, comme dit Caylus, sans objet. C'est-à-dire qu'il dessinait simplement les personnages qu'il rencontrait dans la rue ou dans son atelier, et ensuite il les accolait entre eux dans des peintures, tout en pouvant les substituer les uns aux autres selon les compositions. Donc le dessin, c'est vraiment c'est la base de l'art. Vasari, le plus grand historien de l'histoire du dessin, a bien établi que ça commandait tous les arts, aussi bien la sculpture que l'architecture que la peinture. Et puis si vous voulez, tout le monde dessine, les enfants dessinent, les hommes des cavernes dessinent. Hein. Le dessin est à la base de tout. Alors, quand on peut recueillir des témoignages en plus de grands dessinateurs qui sont extrêmement doués, qui font des choses très belles, très élégantes et tout, c'est un bonheur absolu. Mon dessin préféré, c'est le prochain, c'est celui qui n'est pas encore dans la collection. Plus sérieusement, je dirais que certains dessins, pas toujours ceux qui ont été les plus difficiles à obtenir, mais certains que je trouve particulièrement beaux et dont je sais que l'occasion ne se représentera pas, comme la maison hantée de Seurat, comme l'étude de Degas pour la famille Bellelli. Plus près de nous, par exemple, j'ai été très heureux de rencontrer il y a pas longtemps le dessin de Delacroix du Maroc. Delacroix est un dessinateur pas rare. Hein. Personne n'a entrepris son catalogue raisonné de dessin tellement c'est compliqué, tellement il en a créé. Il disait « le dessin est ma prière quotidienne », mais on n'avait pas de dessin du Maroc. Vous savez que le voyage au Maroc de Delacroix en 1832 a été un épisode fondateur dans sa carrière parce qu'il a vraiment eu un certain choc sur la couleur et sur la civilisation aussi orientale. Or, on a pu trouver un dessin complètement inédit, aquarellé, représentant un mariage mort au Maroc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et de novateur. Je me souviens de la phrase d'un ami qui était dans le temps président des Amis du Centre Pompidou et qui avait dit « Toute œuvre d'art dans un coffre est un crime ». Donc, moi, je suis pour les partager. La collection a beaucoup circulé. Ça a été la première collection privée montrée avec l'aide constante de mon ami Pierre Rosenberg, qui a accepté d'exposer cette collection aux États-Unis. Jusque-là, les conservateurs de musées n'exposaient pas de collection privée. Ensuite, il l'a exposé au Louvre en 1995. Là aussi, c'était une grande première. C'était la première fois qu'au Louvre, on montrait une collection privée. Et puis, elle a voyagé en Angleterre. Elle a été à Oxford, elle a été à Édimbourg. Ensuite, elle a été une nouvelle fois aux États-Unis. Elle a été à Barcelone. Elle a été à Venise au musée Correr. Elle a même été jusqu'à Sydney en Australie. Et il me semble qu'à chaque fois, la réception était intéressante parce que les gens étaient fascinés de voir qu'on pouvait constituer une collection représentative et je pense, j'espère en tout cas quelque part, assez séduisante. Ce qui fait une partie de l'activité du collectionneur, c'est de prendre des risques. Parce qu'on dit toujours qu'un collectionneur doit posséder au moins 2 des 3 choses essentielles, les connaissances,
l'argent, le temps. Mais il faut aussi avoir la capacité à prendre des risques, parce que très souvent, le collectionneur de dessins rencontre des choses qui parfois sont anonymes, ou parfois sont attribuées avec enthousiasme à un grand artiste. Et il faut avoir la capacité de décider soi-même si c'est bon ou pas. Avant de réfléchir en tant que collectionneur, est-ce que ça s'intègre dans ma collection ou pas? Est-ce que ça a un sens d'acheter ça alors que j'ai déjà quelque chose d'équivalent? Ou encore de se poser la question, est-ce que je peux l'acheter? Est-ce que je dois me priver d'autre chose dans l'avenir? Parce que l'argent que je dépenserais pour cette chose-là, je ne l'aurai pas pour la chose d'après. J'ai été 40 ans chargé de mission au département des arts graphiques du Louvre, qui est un endroit assez extraordinaire. Et là, j'ai pu assumer des commissariats d'exposition sur Ingres, sur Chassériau, sur l'Empire du Temps, sur Poussin, publier beaucoup de livres, l'inventaire de Chassériau, les livres avec Pierre Rosenberg, les catalogues raisonnés des dessins de Poussin, de Watteau, de David. Et puis ensuite, étant devenu professeur à l'école du Louvre pendant 10 ans, j'ai pu en sortir les 3 énormes livres sur le dessin français que Somogyi et le Louvre a publiés. À partir du moment où on décide de vivre avec les dessins, il faut admettre qu'ils sont au mur. Mais je trouve que vivre avec les dessins avec soi, c'est un vrai plaisir. Vous voyez qu'ici, les dessins ne sont pas du tout tous encadrés pareil, non pas comme un cabinet de dessin officiel où tout est blanc. Au contraire, ici, chaque dessin reçoit un cadre et une Marie-Louise qui sont méditer. L'harmonie, c'est de les accrocher ensemble et d'essayer justement de trouver des correspondances entre les choses que l'on accroche. Dans l'exposition du Petit Palais, ça sera en même temps à mon ami Christophe Leribaud et à moi de trouver justement un arrangement équivalent pour rappeler un peu justement ce que c'est que l'accrochage d'un collectionneur. Toutes les expositions de la collection que j'ai faites m'ont fait plaisir, mais je dirais que celle-ci qui ouvre au Petit Palais, c'est pour moi une fête de l'amitié et un bonheur supplémentaire parce que je sais quel soin le Petit Palais et Christophe Leribaud ont pris pour organiser cette exposition. Je sais à quel point le catalogue va être beau et intéressant. Je sais à quel point la présentation va être sensationnelle. Et pour moi, c'est un peu quand même comme une apothéose. Donc, je suis très content. Je ne pense pas que je revivrai un moment aussi enthousiasmant que celui-ci.